Bienvenue sur mon podcast Always Alive Podcast. Je m'appelle Armelle Bontemps, je suis coach, auteure et formatrice dans les domaines du développement personnel et du quantique. Dans cette émergence de conscience actuelle, nous ouvrons enfin nos cœurs à plus grand pour comprendre le caractère sacré de nos vies. J'ai cœur à inviter et partager autour des sujets de l'élévation personnelle et collective. Si aujourd'hui vous êtes appelé à faire ce voyage multidimensionnel à l'intérieur de vous, installez-vous et laissez-vous porter. Bonjour Laetitia, bienvenue. Bonjour Armelle. Bon, je sais que c'est un petit peu particulier parce qu'on s'est déjà fait un premier enregistrement de podcast il y a une semaine et on a eu des soucis techniques. La bande ne voulait littéralement pas passer et on a pourtant abordé plein de sujets super intéressants. Du coup, je t'ai proposé qu'on refasse ce podcast en me disant que de toute façon, on force pas les choses. Et si on doit aborder encore plein d'autres sujets, en plus de ce qu'on a abordé la dernière fois, peut-être en reprenant quelque chose, si ça vient aujourd'hui, bah voilà, on suit le mouvement et on se laisse porter par l'énergétique parce qu'en plus on va parler beaucoup d'énergétique, donc ça sert à rien de forcer les choses. Exactement. Oui, puis bon, comme tu l'avais dit justement, il y a certainement peut-être des sujets qu'on avait abordés la dernière fois, mais sur lesquels on n'est peut-être pas allé autant en profondeur qu'on l'aurait voulu. Donc voilà. Et puis, de toute façon, moi, je pars du principe que tout est juste et que voilà, si ça s'est pas fait ou pas comme ça, ou voilà, c'est qu'il y avait une bonne raison. L'univers devait conspirer. Ouais, je pense Donc que voilà. c'est ça. On a la même philosophie des choses et c'est pour ça que du coup on se retrouve de nouveau et c'est un plaisir en fait parce que avant d'être un podcast, c'est vraiment juste génial de pouvoir se retrouver et d'échanger comme on l'avait fait la dernière fois et quand c'est fluide comme ça, c'est agréable. Ouais, c'est vrai que c'est très très agréable quand c'est fluide et effectivement moi pareil j'apprécie faire des rencontres aussi et de pouvoir avoir toute cette dynamique d'échange, c'est hyper riche, donc je suis ravie d'être de nouveau là. Moi aussi, super pour cette deuxième édition de notre podcast. Avant qu'on démarre un petit peu notre échange, évidemment, j'aimerais rappeler que tu as publié un livre avec les éditions Le Duc il y a quelques mois, je ne sais plus exactement la date. En juin 2022. En juin 2022, donc c'était cette année, cet été, qui s'appelle Les Mystères d'Isis, parce que toi, tu es particulièrement experte et intéressée par ces sujets de l'Égypte et de l'égyptologie, dont on va, je pense, parler aussi aujourd'hui. Et tu fais d'autres choses, peut-être que tu peux nous donner, nous dire en quelques mots, pour que les gens puissent situer un petit peu qui tu es et ton travail. Oui, alors moi je suis à la base psycho-énergéticienne, donc ça veut dire que j'ai vraiment une approche thérapeutique et puis un amour des mécanismes de la conscience. Je suis quelqu'un qui a besoin de sens, qui a besoin de mettre du sens sur les choses. Et je suis fascinée par la conscience humaine, par l'inconscient, par les mécanismes de croyance. Et c'est vrai que je me suis tournée vers la psycho, alors plus tardivement, parce que moi j'ai fait une reconversion professionnelle, mais voilà, psycho-énergétique, et puis le tarot psychologique, qui sont les cœurs en fait de mon accompagnement et de mon métier à la base. Et puis les années ont passé et j'ai voulu quelque part plus mettre en avant des passions qui étaient restées un petit peu de l'ordre de l'intime et du caché, j'ai presque envie de dire. J'ai passé plus de 10, 12 ans à cheminer sur la voie de la spiritualité, dans des écoles hermétiques, dans des coven, sur des voies chamaniques de la Theta, tout ça. Et puis j'ai eu envie de l'apporter. C'est-à-dire que j'avais la sensation que j'avais fait un cycle pour moi-même pendant 12 ans et que maintenant il est temps que je partage ça avec le reste du monde, je veux dire. Et donc j'ai créé un cycle de formation qui s'appelle Les Mystères d'Isis, le Scarabée d'or. Et j'ai formé alors depuis 2018 maintenant, des femmes sur la voie initiatique égyptienne, à la rencontre d'eux-mêmes, des archétypes, des divinités. Voilà. Et ça a pris une grosse place dans mon activité.
Et le livre est né finalement de ce cursus initiatique mené depuis 2018. Voilà. Super. Donc en gros... Super. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, parfait. Merci Armelle. Et du coup, tu as essayé, enfin tu as mis, on va pas dire essayé, tu l'as fait, tu as intégré au niveau physique dans ce livre la plupart des enseignements que toi tu avais finalement découvert, mis en pratique dans ta vie depuis ces dernières années pour tenter justement de propager ce mot-là. La question que je me pose et que j'ai envie de te poser bien sûr, c'est comment tu en es arrivé à l'égyptologie et qu'est-ce qui a été un déclic pour toi dans ta vie pour vraiment te passionner pour ce sujet-là? Alors, l'Égypte, je l'ai absolument pas choisi. C'est-à-dire que c'est pas, je me suis pas réveillée un matin en me disant bah tiens, je vais étudier l'égyptologie ésotérique. C'est vraiment quelque chose qui m'est tombé dessus. C'est un peu comme Obélix, il est tombé dans la marmite quand il était petit. Alors moi, je suis pas tombée dans la marmite petite, mais en tous les cas, j'ai toujours eu un appel très fort pour la spiritualité. Ça, c'est très très clair. J'ai toujours été très croyante, avec beaucoup de foi et tout. Mais la spiritualité égyptienne, ça a été vraiment, et je le raconte dans mon livre, une rencontre dans le subtil, un rêve que j'ai fait à l'époque. Je vivais en Normandie et je m'étais un petit peu éloignée de la spiritualité et j'ai fait un rêve extrêmement marquant et troublant où je rencontrais une femme très éthérée qui m'invitait en fait dans une bibliothèque, ce que moi je nomme un petit peu les annales akashiques, et je me retrouvais vraiment en Égypte antique parce que je repérais, j'ai fait des recherches et tout ça sur le visuel, enfin sur ce que je voyais dans mon rêve, et j'étais à Alexandrie. Je portais sur la tête une jarre de myrrhe que j'amenais au temple. J'en ai des frissons et quand du tu coup, racontes. enfin, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a marqué un tournant mais profond dans ma vie. C'était vraiment une reconnexion. Et cette femme, au départ, elle s'est pas présentée, je ne savais pas qui c'était. Et elle m'a imbriqué, en fait, elle m'a dessiné dans la paume de main une lune et un soleil à l'intérieur. Et elle m'a fait tirer 2 livres, et ces 2 livres s'appelaient Les alchimies d'Horus et l'histoire de l'Égypte antique. Et en fait, je me suis réveillée le matin et je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai fait des recherches, je suis allée creuser, parce que voilà, moi, je suis très spirituelle, et en même temps, j'ai besoin d'y mettre du cartésien, j'ai besoin de vérifier, j'ai besoin d'ancrer tout ça. C'est sagittaire, ça. Ça, c'est de quêteur philosophique. Ouais. Mais donc, ancré, quoi. Ancré sur terre. C'est ça, bien ancré, les 2 pieds sur terre. Et du coup, de fil en aiguille, eh bien, j'ai commencé petit caillou par petit caillou à faire des recherches et à retrouver en fait le fil de l'égyptologie, et à me rendre compte surtout qu'il existait 2 égyptologies. C'est-à-dire qu'il existait une égyptologie historique, c'est-à-dire anthropologique, avec vraiment quelque chose de très scientifique pour le coup, et puis une égyptologie qui lisait entre les lignes, et qui effectivement était beaucoup plus versée sur l'ésotérisme et l'hermétisme. Et là, bah, moi, fallait pas beaucoup plus. J'ai été complètement conquise, et ça a complètement résonné. Et je me suis dit surtout, mais c'est incroyable parce que l'égyptologie ésotérique et la culture égyptienne antique et hermétique est vraiment le pont, pour moi, est vraiment le lien entre notre psychanalyse occidentale et notre manière, en fait, finalement, logique et jungienne de voir le monde. Eh bien, les Égyptiens avaient déjà une lecture et une cartographie super intéressante, qui était celle-ci. Quelle est justement, comment tu ferais, toi, la différence entre ces 2 types d'égyptologie dont tu parles, cet hermétisme qui est peut-être un courant qui est de plus en plus populaire, mais qui est quand même parfois difficile à expliquer, et l'Égypte plus ancienne dont tu parles? Comment tu fais la différence entre ces 2-là, et comment tu définirais le terme hermétisme? Alors pour moi, l'hermétisme, c'est la science de ce qui est caché, c'est-à-dire que on va en fait, tel l'ermite du tarot de Marseille, en fait, on va visiter les recoins, j'ai envie de dire,
qui ne sont pas accessibles. On va lever le voile en quelque sorte entre le subtil et la matière. Et c'est vrai que l'égyptologie classique, elle est complètement intéressante sur bien des points parce que effectivement, elle va avoir une lecture des hiéroglyphes littérale, elle va avoir effectivement un attrait très très développé pour les textes anciens, ce que va aussi faire l'égyptologie ésotérique, sauf que l'égyptologie ésotérique va aller donner une dimension plus alchimique, plus spirituelle à la tradition égyptienne que ne va pas apporter l'égyptologie classique. L'égyptologie classique va se baser sur des faits bien spécifiques, va se baser sur des faits historiques bien spécifiques. L'égyptologie ésotérique le fait de même, et par contre va donner une dimension plus subtile, une lecture plus alchimique, plus hermétique, donc une lecture qui va finalement s'intéresser non pas à la partie visible d'un hiéroglyphe, mais à son aspect plus caché, plus intérieur, plus sensible, subtil. Et c'est difficile à expliquer avec des mots, je ne sais pas si j'y arrive complètement, mais il y a vraiment voilà, cette différence. Il y a un côté très magique, tu parlais d'alchimie, tu en parles aussi beaucoup au cours de ton livre d'alchimie, et c'est vraiment ce que tu décris là, c'est ce côté vraiment des mystères, qui est vraiment ta quête, aller chercher dans les mystères. Et du coup, moi, j'y vois, en tout cas dans ce que tu me dis, quelque chose de beaucoup plus magique, de beaucoup plus onirique même, parce que on peut avoir l'aspect factuel, ce qui est le cas avec peut-être toutes les autres mythologies, tu vois, qu'on parle d'Égypte ou de mythologie grecque ou d'autres types d'histoires. Il y a ce côté vraiment, comme tu disais, factuel, qui n'a peut-être pas une vision beaucoup plus poussée, magique, ésotérique, comme tu disais aussi, qui nous pousse à chercher un peu plus de spiritualité en fait et de sens dans nos vies, et c'est tout le travail qu'on peut faire aussi avec les archétypes dont tu parles, d'aller trouver des modèles pour pouvoir creuser dans notre psyché, dans notre spiritualité, dans nos racines diverses et variées. Il y a ce côté, en tout cas dans ce que tu nous donnes comme information, il y a ce côté plus magique des choses aussi. Oui. Il y a ce côté plus magique, et puis en t'écoutant, en fait, je pense que l'égyptologie, en tous les cas, et l'ésotérisme égyptien nous ramène en fait à l'Égypte des confréries hermétiques, c'est-à-dire que il y avait l'Égypte religieuse, c'est-à-dire effectivement les rituels publics, toute l'organisation reposait sur la performance des rites, c'est-à-dire que voilà, ça participait à faire en sorte que l'Égypte tienne debout. Voilà, de ça. Hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'hermétisme et l'égyptologie ésotérique va plutôt s'intéresser à cacher de l'Égypte, c'est-à-dire aux sociétés hermétiques, aux écoles des mystères. Et effectivement, là où on va initier des prêtres, des prêtresses ou des initiés, des mystes qu'on va initier, à la connaissance cachée du mystère des dieux, en fait. C'est ça, hein, l'égyptologie ésotérique pour moi. C'est retracer ces mystères et ces écoles à mystère. C'est vraiment ça. Ouais. Ça, c'est super intéressant. L'école des mystères, il y a quelque chose qui est très, tu vois, qui est en train de ressurgir aujourd'hui. Je pense que tu connais aussi l'ouvrage de Kayara, Le Code Sophia, que tu as peut-être lu. Non, mais elle parle aussi d'école des mystères. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup plus. Il y a vraiment ce côté du mystère qui est révélé, qui est aussi, bon là je vais un petit peu en dehors de notre sujet, Égypte et égyptologie justement hermétique, mais on est en train, tu sais, dans cette ère au niveau social aussi, de soulever un petit peu enfin, comment dire ça, on est en train de révéler beaucoup de choses, tu vois, au niveau de notre histoire, au niveau de ce qui se passe dans le monde. Il y a vraiment cette volonté de révéler et d'aller chercher les mystères, d'aller chercher ce qui est caché. Et je trouve que c'est vraiment
là, tu vois aussi, en t'écoutant, ça me fait tilt, parce que je me dis, on est vraiment en train de révéler énormément de choses aujourd'hui dans notre monde, dans cette ère-là de connaissances qu'on est en train de réouvrir, et à tous les niveaux, d'aller vraiment chercher ce qui est caché. Et c'est ce que ça m'évoque quand tu parles d'école des mystères, qui est vraiment en train de se passer dans beaucoup de milieux de notre vie, de notre société aujourd'hui. Oui, je pense qu'on réactualise, en tous les cas, on a envie de réouvrir ces écoles des mystères, parce que je pense que l'école des mystères replace l'initié, le myste, le quêteur au centre du processus. C'est-à-dire que la spiritualité a été longtemps, alors déjà, je pense, déviée aussi beaucoup par des années de religion. Ouais. Donc on a perdu l'essence de ce qu'était la spiritualité, hein, je pense. Et puis, bon, nous occidentaux, on n'a pas forcément cette culture-là où on l'a beaucoup perdu. Il y a deux sociétés et religions qui se sont littéralement opposées ces derniers millénaires. C'est ça, tout à fait. Et c'est vrai que je pense que ces sociétés, ces écoles de mystère, ces sociétés initiatiques, eh bien, elles reviennent sur le devant de la scène parce que ça permet de replacer, comme j'ai dit tout à l'heure, l'être au centre du cheminement. Et ça évite, en fait, je pense, de faire ce que j'appelle la fuite vers l'ailleurs. C'est-à-dire que la spiritualité, quand elle est à mon sens, pas passée par le filtre de l'initiation, eh bien, on a tendance, quelque part, à l'idéaliser et, en fait, à avoir une vision de la spiritualité qui est extérieure à ça. Sauf que la spiritualité, elle est intérieure. Et que c'est en au travers de l'initiation et des écoles des mystères. C'est le fameux adage vitriol, hein, visite l'intérieur de ta terre en retire la terre cachée. Le vrai joyau, il est là. Et pour moi, la spiritualité, c'est replacer au centre. Et c'est essentiel. Je pense qu'on a besoin de retrouver ce chemin. Oui, on a besoin de retrouver ce chemin, et ce que tu dis là me semble essentiel, parce que ça faisait un petit peu sens avec ce qu'on s'était dit la dernière fois, mais il y a ce côté, tu parles de spiritualité et d'initiation, et c'est vrai qu'une spiritualité qui n'est connue que dans la théorie, que dans les livres, que dans les concepts, etc., n'est pas une spiritualité incarnée. Et l'incarnation de cette spiritualité se fait par ce que toi tu appelles l'initiation, qui est aussi un terme qu'on retrouve dans beaucoup, dans cette égyptologie dont tu parles. Il y a vraiment ce terme d'initiation qui est hyper importante en fait. Oui, complètement. L'initiation, elle est au cœur du cheminement spirituel, et effectivement, elle est un passage d'un état de conscience à un autre. C'est vraiment ça. Et en fait, quand on dit être initié, ça veut dire être passé par un certain nombre d'épreuves, un certain nombre de déconstructions, un certain nombre, on parlait la dernière fois de l'ego, mais c'est complètement ça. Ouais. Et l'égyptologie ésotérique, pour revenir un petit peu là-dessus, pour peut-être refaire un parallèle, c'est qu'elle va utiliser le mythe comme étant le cœur, finalement, de l'enseignement initiatique. C'est-à-dire que le mythe et la boussole est un petit peu la preuve vivante de la manière dont on était peut-être initié dans les temples antiques. Très intéressant. Et on parle... Ouais. Et c'est vrai que ça me fait penser à autre chose. Tu parlais du fait, évidemment, dans notre société plutôt je dirais, on va dire, oui, continentale, on a remplacé peu à peu cette spiritualité par la religion, parce que si on prend des pays avec des cultures millénaires comme l'Inde, où il y avait effectivement déjà tout un pan spirituel et religieux qui était imbriqué, parce qu'ils étaient depuis toujours dans cette religion polythéiste, à l'inverse de nous, en Occident, on avait installé cette religion monothéiste beaucoup plus durement, et d'autres comme évidemment la religion et la spiritualité bouddhiste qui sont imbriquées aussi. Il y a eu vraiment une espèce de scission, et surtout il y a ce côté, quand tu parlais là à l'instant, j'ai perdu mon fil du coup. Bon, c'est pas grave, ça reviendra. Tu parlais de... C'est pas grave, ça reviendra après, mais j'ai eu une idée qui, je pense, ressurgira dans notre discussion.
Il n'y a pas de souci. Oui, oui, mais alors après, je pense que pour rebondir un petit peu sur les religions monothéistes, c'est vrai que nous, en Occident, on avait une tradition, voilà, plutôt nordique, avec J'ai effectivement retrouvé. des panthéons multiples. Ouais, Et c'est vrai qu'on a un petit peu perdu ça. Mais je pense qu'il y a une vraie nécessité hein, d'y retourner. Voilà, je pense que ouais, c'est important de retrouver ce cheminement-là. oui, Même complètement. si l'un, on peut être religieux tout en étant spirituel, c'est pas la Bien question, sûr. mais je pense qu'effectivement, c'est remettre voilà, ce fameux sens au cœur Ouais. et non plus à l'extérieur. Complètement. Et voilà, j'ai retrouvé le fil de ce que je voulais te dire tout à l'heure. Ce qui m'a fait penser à ça, c'est qu'aujourd'hui, tu parlais, voilà, de la spiritualité qui avait été peut-être un petit peu détournée. Et je pense que même ce terme, tu vois, d'initiation, c'est quelque chose qui a aussi a pu être détourné parce que quand tu parles d'initiation aujourd'hui, ou même de rite, de passage, ou de ce genre de choses, il y a quand même un égrégore assez lourd et assez négatif autour de ça, qui, à mon sens, du coup, au vu, tu vois, de ce que tu expliques, de la compréhension de cette égyptologie et de la compréhension de ce qui se passe quand on incarne vraiment la spiritualité dans la matière, ça ne devrait pas être quelque chose de négatif. L'initiation est quelque chose qui nous permet de traverser. C'est comme si on est des voyageurs sur cette terre avec un bagage spirituel et on traverse cette vie avec ce bagage-là. Et c'est vrai que peut-être on est en train, avec cette redécouverte de ces mystères, on est aussi en train de remettre les choses dans le bon sens, en se disant que voilà, il y a peut-être eu vraiment détournement, inversion de certaines choses qui étaient à la base extrêmement positives pour l'évolution humaine, en fait, tout simplement. Complètement. Et puis, je pense que alors il y a deux choses. Hein. On a galvaudé le terme aussi beaucoup parce que bon, on est initié à tout. Je veux dire aujourd'hui, voilà. Et c'est vrai que les réseaux ont aussi eu cet effet un petit peu désacralisant autour du phénomène initiatique, Ouais, qui était donc réservé, voilà, au huis clos. Quand on voit aujourd'hui, on prend le chamanisme. Hein, je veux dire, il a toujours été nécessaire d'être initié pour devenir ouais, chaman quelque chose qui fait complètement partie de la culture. On est initié pour devenir un homme. On est, voilà, il y a vraiment. Et c'est vrai que nous, on a peut-être effectivement refusé l'initiation. Alors souvent, parfois aussi parce qu'il est plus facile de s'auto-proclamer. Il y a aussi cette notion ouais, de ne pas job, mais de vouloir incarner bah, la fonction de chaman, de voilà, peu importe, et que effectivement c'est dommage parce que ça enlève, à mon sens, mais moi je suis une fervente je suis une fervente défenseuse de ce cycle initiatique parce que pour moi il façonne la matière brute, donc il est nécessairement indispensable pour pouvoir arriver à passer sur un autre niveau de conscience. Mais oui, oui, je pense que l'initiation a été largement galvaudée. Et effectivement, je pense qu'encore une fois, il est nécessaire de la remettre au cœur de nos systèmes spirituels, au risque d'avoir une spiritualité qui soit du coup une spiritualité business ou une spiritualité ouais, vendeuse ou désincarnée en fait. ouais, Pour moi, spiritualité et initiation vont de pair. ouais, ouais. Et c'est très intéressant parce que tu vois, du coup, aujourd'hui, on peut faire le parallèle avec tout ce qui se passe. Moi, je dirais qu'il y a aussi, tu vois, cet éveil à une plus grande souveraineté. Et on parlait du libre arbitre la dernière fois, qui est un terme extrêmement intéressant à décortiquer et extrêmement complexe, parce que qu'est-ce qui est du libre arbitre et qu'est-ce qui n'en est pas au niveau personnel, sur des plans de conscience supérieurs, etc. Pour moi, il y a aussi deux choses qui sont très importantes. Tu parles du fait de remettre de l'éducation dans la spiritualité, parce que sinon on tombe aussi dans des travers qui peuvent être très dangereux, et on l'a vu à différents niveaux, avec la gourouisation dans plein de milieux différents, au niveau du yoga, au niveau de tout type de spiritualité New Age, etc. Et en même temps, parallèlement, on ne peut pas négliger le fait qu'on est aussi en train de retrouver une souveraineté, une capacité de réflexion beaucoup plus grande, une façon aussi de se libérer de dogmes, de se libérer peut-être même de la religion pour certains, se libérer de dogmes extrêmement lourds
qui aussi amène, tu me diras si ça te parle, mais à mon sens, qui amène aussi cette volonté de faire son rite initiatique aussi par soi-même et d'expérimenter les choses dans l'expérience de la vie humaine, dans un chemin qui peut être initiatique, mais qui n'est pas nécessairement lié à une éducation pure, mais plutôt à une expérience personnelle qui va nous amener sur ce chemin. Je pense que je parle un petit peu de manière justement personnelle là-dessus, c'est parce que pour moi, tu vois, j'ai aussi traversé plein de milieux différents. Alors moi, ça a été plutôt l'aspect yogique et hindouiste et bouddhiste au départ qui m'ont emmené vers cette ouverture de conscience parce que ça a été mon chemin. Mais au final, tu vois, ce que j'en retiens, c'est que mon initiation, elle s'est faite principalement dans des grands moments d'expérience de vie, des moments où tu te prends des murs et où tu dois faire chemin inverse et trouver une autre porte. Et tu grandis aussi au contact de ces expériences de vie ou des rencontres, etc. Je pense que l'éducation, si tu es connecté aussi à cette idée, peut être tellement large. L'éducation, la transmission peut se trouver à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit dans sa vie, quoi. Oui, de toute façon, l'initiation, si on prend les écoles de mystère, n'est pas du tout déconnectée de la matière et de la vie terrestre et incarnée. C'est-à-dire Ouais. que si on prend des ouvrages qui sont très éloquents sur le sujet, je pense à Ishar de Lubavitch, voilà, Herbak Poichish ou Herbak Disciple, qui retrace en fait un jeune garçon qui va être initié, qui est initié. Alors déjà, ça dure des années. Ouais. Il a un maître qui l'accompagne, alors qui bien évidemment ne va jamais lui dire ce qu'il doit faire, mais va l'orienter en fait finalement dans ses expériences. Si on prend des textes un petit peu plus, un petit peu plus anciens, on prend les Métamorphoses, Landor d'Apulée, qui sont des textes sur les initiations et sur les écoles de mystère et sur le mécanisme d'initiation, ben on se rend compte qu'en fait, c'est par les expériences de la vie que Lucius, le fameux protagoniste de l'histoire, eh bien, va arriver jusqu'au temple antique égyptien et va se faire initier, par exemple, dans le temple à Isis. Mais tout ce qu'il va vivre l'amène, et l'initiation, elle est double. Elle est aussi bien avec le maître et avec ce qu'on apprend que par sa propre expérience. Ouais. Et moi, je suis attachée encadrement sur l'initiation parce que la vie est une initiation, bien évidemment. Je pense que les écoles des mystères proposent une accélération, c'est-à-dire proposent un cadre défini pour pouvoir vivre ça et de manière plus présente et plus efficiente. Et surtout, le proposent pour que ce soit plus en conscience. C'est-à-dire que je pense que tout seul, face à soi, face à ses difficultés de vie, parfois on peut être un peu perdu et puis sombrer et c'est vrai que le cadre initiatique, moi j'appelle ça le cadre initiatique ou la contenance initiatique, elle est là surtout pour poser un garde-fou et puis pour sublimer ce qui est déjà là. C'est-à-dire que ça va rien rajouter, ça va rien ordonner, ça va sublimer en fait. Et c'est ça le job, je pense. Comme tu dis aussi, oui, ça sublime et c'est un cadre. C'est vrai qu'évidemment, avoir un espace qui permet une expérimentation, c'est comme avoir un terrain de jeu. C'est quand on a un espace délimité, effectivement, on a un contenant pour pouvoir expérimenter cette initiation. On peut la faire seule, on peut la faire dans un cadre. Effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant, tu le rappelais, d'accélération en fait. D'accélération, peut-être juste d'offrir un espace, tout simplement, pour le faire. C'est souvent ça qui est nécessaire. D'ailleurs, tu vois, que ce soit en accompagnement thérapeutique, que ce soit en coaching, que ce soit en mentorat, que ce soit en psychothérapie, en psychologie, on offre un espace pour pouvoir permettre à la personne de faire son initiation, de se confronter à des idées, à une vision, parce qu'on a toujours besoin de cet espace et de ce miroir pour pouvoir avancer. Évidemment, vivre seul dans une caverne ou seul sur sa montagne, c'est un autre parcours. À mon sens, c'est aussi, parfois, ça pourrait être extrêmement plus simple, parce que tu te confrontes à peu de choses, si ce n'est tes propres
tes propres voyages intérieurs, quoi. Ouais. Alors c'est vrai que sur la question de la grotte, je trouve ça toujours super intéressant parce que je pense qu'on a besoin de la grotte de retrait pour effectivement alchimiser un certain nombre de choses dans sa conscience à Tu l'intérieur parlais de de soi. la mythe tout à l'heure, ouais. Ouais, je parlais, c'est ça. Mais pour moi, c'est un peu comme le mythe de Platon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la grotte, il faut en sortir. Et effectivement, parce que à l'intérieur de la grotte, eh bien, on va rapidement s'illusionner, c'est-à-dire qu'on est tout seul face à soi-même. Et donc, on va ériger un certain nombre de croyances, un certain nombre de choses. Et pour moi, dans la spiritualité, la conscience d'altérité, et Aruna Levitch en parle très très bien, elle est essentielle. C'est-à-dire que soit avec soi, on va rarement s'enguirlander. Hein. Enfin, on peut être plusieurs, on peut être Oui, on d'accord. peut avoir plein de Et, personnalités et ouais, qui se retrouvent. être spirituel dans un ashram, qu'entouré de gens qui ont le même niveau de conscience que nous, sans les soucis et les tracas du monde, je pense que ça peut être assez confortable. En revanche, être spirituel dans un monde avec des personnes qui n'ont pas les mêmes consciences que nous et qui effectivement n'en sont pas au même endroit, je pense que c'est être beaucoup plus spirituel que enfermé dans un ashram pour le coup. Bien sûr. Alors après, chacun fait comme il veut et c'est pas le même service, mais je pense qu'on a besoin en fait de remettre de la spiritualité au cœur de nos sociétés et effectivement de ne plus peut-être le faire qu'à huis clos. Ouais, Parce que c'est super, mais ça sert pas forcément le collectif. Donc je pense que c'est important. Ouais, c'est très intéressant. Tu parlais de cette notion de service que je trouve très intéressante et très présente. Parce que moi aussi, je pense que, tu vois, comme beaucoup d'entre nous qui sommes en train de cheminer vers un éveil aussi plus grand des consciences, le mot service ou le mot mission, c'est des choses qui reviennent souvent et qui nous animent. Moi, je me sens animée par une mission. Je pense que toi aussi, et je pense que beaucoup de personnes qui cheminent, qui sont dans cette quête de sens, sont animées par des missions. Comment tu définirais le terme service? Qu'est-ce que ça représente spirituellement aujourd'hui pour toi de servir? Alors moi, pour moi, servir. Alors bon, déjà moi, j'ai prêté vœu, j'ai été initiée comme prêtresse d'Isis. Donc pour moi, le service, il se joue là, c'est-à-dire qu'il est spirituel, religieux aussi. Alors j'aime pas le terme religieux, mais quelque part, quand on observe des rites, quand on observe voilà une ordination, on est quand même dans un cadre religieux, même si j'aime pas trop ce terme. Mais en tous les cas, moi, mon service, il est spirituel, il est communautaire, il est sociétal. Ça veut dire remettre, et puis par mon activité thérapeutique, il est au service de l'humain. C'est-à-dire que moi, je crois que mon service, je le définirais vraiment comme le fait de remettre de la conscience au cœur des vibrations humaines, vraiment de révéler la conscience, de sublimer ce qui est déjà à l'état latent, c'est-à-dire de révéler et puis au bout du compte de transmettre parce que pour que ça continue de perdurer. Et pour moi le service il est là, mais il est aussi avec mes enfants. C'est-à-dire que quand je mets de la conscience au cœur d'une discussion familiale animée, que mon rôle, enfin ma stature de prêtresse qui a fait qu'aujourd'hui je sais discerner, mesurer, sentir qui est où il en est, voilà pourquoi est-ce que ça le touche autant, la formation de psycho qui m'aide à comprendre un certain nombre de choses, et bien d'arriver à harmoniser tout ça à l'intérieur de mon foyer, mais c'est ça être au service aussi. Parce que ça va permettre à serein. Ça sert aussi dans mon couple, ça sert avec mes amis, ça sert dans tout. Et moi, je fais pas de différence. Souvent, on dit ah mais comment est-ce qu'une prêtresse peut œuvrer aujourd'hui en 2022? Ben là, comme ça, voilà, elle fait le pont entre le subtil et la matière. J'ai des nuits très courtes, je rêve beaucoup, voilà, mais c'est complètement ok pour moi. Et en fait, c'est ça être au service. Je me sens au service de l'humain, vraiment. Alors pas dans le, mais au service de l'humain, ouais, complètement. Et au service de la matière, au service de l'évolution de conscience. C'est beau ce partage sur le service. C'est extrêmement intéressant parce que il est possible aujourd'hui d'intégrer tous ces enseignements plus anciens dans notre modernité et on n'a jamais été déconnecté de tout ça. On a en nous toutes ces choses et c'est aussi ce qui est magique aujourd'hui dans l'élévation de conscience collective, c'est qu'on est en train de remettre des mots
sur des choses qui sont en nous depuis toujours, qu'on a voulu nous cacher, et ça va dans les deux sens. Les choses ont été cachées. Aussi, voilà, dans ce process humain qu'on a vécu, entre ombre et lumière, entre dévoilement de nouveau de notre âme, de notre vérité, etc. Et c'est hyper intéressant. Moi, je pense qu'il faut à tout prix sortir de la victimisation qu'on pourrait peut-être ressentir quand on pense à la société aujourd'hui, mais se rendre compte qu'en fait, on est vraiment cette incarnation du divin dans la matière qui s'exprime à différentes époques, dans différents corps, dans différentes densités, et que ça a toujours été compatible. Il n'y a pas de dualité, et là on entre dans un sujet hyper actuel sur la dualité et la polarité. On ne doit pas séparer toutes ces choses-là, et je pense qu'aujourd'hui on fait tous un travail énorme pour réassembler tout ça. On n'est plus dans une dualité, voilà, je ne peux pas être ci parce que l'ère moderne ne nous permet pas, la religion, la spiritualité, la conscience, bien sûr que si, tout ça est possible. Oui, oui. Ouais, je te rejoins complètement, hein. Je pense que ça a toujours été là, parce que la spiritualité et le divin fait partie entièrement et complètement de notre constitution quantique physique. Voilà, on est une fraction du tout, et le tout, il est contenu en partie en nous. Donc, on est des atomes. Voilà, donc là, pour moi, c'est presque un non-sujet. Et c'est vrai que quand tu dis ça a été occulté, on est passé par des phases d'occultation, des phases voilà, on s'est plus caché. Mais René Lachaud dit une phrase que j'aime beaucoup et je la dis souvent. Il dit en fait, les sociétés initiatiques perdues, parce qu'elles savent en fait avoir des périodes d'occultation et des périodes de mise en scène, et les religions s'éteignent, ne savent pas s'adapter. Et je trouve que c'est ultra intéressant. Ouais. Et puis je pense aussi qu'on a obligé de le recodifier, de recodifier tout ça, parce que il y a eu énormément d'influences culturelles. Je veux dire, la Grèce, je veux dire, les pays latins sont arrivés jusqu'en France, puisqu'on a quand même une langue latine, hein, donc voilà, on est très très fortement par le bassin méditerranéen. Et mais par contre, voilà, il y a eu des moments des chocs des cultures, il y a eu voilà des syncrétismes, donc ça s'est recodifié. Et puis ensuite, on a eu les religions monothéistes, l'Inquisition, la chasse à la sorcière, donc on a encore recodifié. Et puis on est arrivé à un moment donné où c'était tellement codifié qu'il n'y avait plus qu'une petite poignée de personnes qui savaient encore décoder, ou qui ont dû réapprendre à décoder. Alors, je pense qu'on en a perdu une partie, enfin, on en a certainement perdu une partie, mais je pense que l'essentiel reste, et surtout, il s'adapte à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Mais en tous les cas, moi, je suis quand même... Alors, je le dis souvent, je suis celle qui prône quand même le fait que ça ne doit pas trop se diffuser sans un effort minimum. C'est-à-dire que, pour moi, la spiritualité, l'alchimie, tout ça, c'est quelque chose qui doit se travailler, qui doit effectivement faire partie d'un cycle d'engagement, voilà, parce que je pense que c'est aussi après on peut très très vite faire de la spiritualité, de l'alchimie, du truc en paquet, one shot, discount, et du coup là pour le coup tu parlais tout à l'heure d'égrégore. Mais je pense que là, pour le coup, on aurait un égrégore énorme autour de tout ça, même s'il y en a toujours, hein, mais pour moi, ce serait désacraliser complètement des siècles de culture hermétique. Ça doit avoir cette saveur du cachet, pour moi. Ouais. Mais de toute façon, moi, je pense que comme on est dans une ère d'ultra-communication, d'ultra redécouverte des choses, et que on met de la lumière sur énormément de sujets qu'on avait laissé cacher pendant longtemps, des millénaires. Évidemment, tu vois, c'est comme quand tu ouvres une cocotte minute, évidemment que ça déborde, ça sort de tous les côtés, il y en a à toutes les sauces, et il y aura énormément de personnes qui sauront faire à manger dans une cocotte minute, mais très peu qui arriveront à créer un plat délicieux avec une particularité, et c'est ce qui fait, je pense, la différence aujourd'hui, c'est que
il peut y avoir beaucoup de possibilités de s'informer, de s'initier, de découvrir énormément de choses spirituelles, de découvrir des pratiques, des courants. Je veux dire, tout est possible. Aujourd'hui, tu veux avoir accès justement à l'égyptologie, au chamanisme, à l'hermétisme. Tu veux avoir accès à tout ça, c'est possible et c'est accessible relativement facilement. Après, pour ceux qui feront vraiment le chemin de manière investie, personnelle, ou qui prendront le temps, ou qui iront vers des choses qui sont beaucoup plus subtiles, ou qui eux-mêmes feront ce process à l'intérieur, je pense que ça se limite. Tu sais, ça s'écrème, c'est vraiment... il y a une possibilité énorme. Peut-être que ça se joue juste sur l'investissement personnel qui va se mettre en place dans tout ça et ce qui va faire que certaines personnes vont survoler des sujets peut-être toute leur vie et d'autres vont se passionner, aller dans le fond des choses, travailler sur eux-mêmes de manière vraiment efficace et dans les deux cas, c'est tout à fait louable, c'est tout à fait possible. Chacun vit son existence comme il a envie de la vivre et je pense que de tout temps, il y aura des personnes qui survoleront les choses et d'autres qui iront dans le fond, qui feront perdurer ces choses-là au niveau subtil. Oui, complètement. Oui, non, quand je disais effectivement sur le fait que l'hermétisme et l'initiation hermétique doit rester hermétique, Ouais. caché, c'est vraiment, voilà, effectivement, hein, chacun. Et puis moi, je trouve que d'avoir une curiosité naturelle pour multiples sujets, c'est génial. Et effectivement, de pouvoir aller aujourd'hui toucher à plein de sujets, c'est aussi hyper porteur. Ouais. Après, je pense que mon discours, il se situe plus sur le business autour de tout ça. C'est-à-dire que on a fait une formation un module en astrologie et qu'on lit des thèmes astro. Des fois, moi, ça a tendance un peu à m'effrayer, si tu veux. Dans le sens où je me dis, waouh, ouais, d'accord, bon. Alors, ok, peut-être que moi, je suis un peu longue à la détente pour faire certaines choses. Mais quand même, un module et on fait des lectures de thèmes, ça me fait un peu peur, tu vois. Je donne souvent cet exemple. C'est comme en fait un cardiologue qui aurait suivi, je sais pas, 3 modules en ligne d'opération à cœur ouvert et qui me propose de me changer ma valve défaillante. Je pense que j'aurais un peu peur, tu vois. Enfin, voilà. Et en fait, je pense que la spiritualité, pour moi, elle a aussi parfois ce travers-là, c'est-à-dire que parce que c'est spirituel et qu'on se nourrit de la source, ce que je comprends très bien, et pour soi-même, c'est hyper évolutif. Mais lorsqu'on se sent investi effectivement d'une retransmission à l'autre, à son voisin, alors qu'on n'a pas bossé un gramme son ego, qu'on a survolé un certain nombre de thématiques et qu'on va pouvoir effectivement prêcher une parole bourrée de croyances limitantes, on se dit là, est-ce qu'on gâche pas un petit peu le cœur même de la spiritualité? Et du coup, est-ce que, pareil, on ne se rend pas un peu charlatan aux yeux des restes aux yeux du reste du monde? Parce que finalement, on nous prend pour des gens qui vivotons, voilà. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai à cœur de remettre du crédit au sein de la spiritualité en disant, ok, on peut aussi être sur des sujets légers, des sujets intéressants, des sujets qui nous font vibrer, mais dans lesquels on investit dans l'expertise, dans lesquels on a des gens qui posent des questions, qui se sont suffisamment formés et qui donc du coup vont pouvoir transmettre des choses qui tiennent le coup. Ouais. Voilà, quand on est psychologue, c'est 7 ans d'études pour une psychologue clinicienne. Bon, voilà, ça viendrait à l'idée, je pense, à personne de se dire bonjour, je suis psychiatre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, madame? Ouais. On est d'accord. Il y a aussi un courant qui peut être abusif sur le côté, sur vraiment ce côté expérience, connaissance, travail intérieur. Et la dernière fois, je me rappelle, on avait aussi parlé de cette idée que c'est vraiment le chemin qui compte. Et dans la spiritualité, à mon sens, il n'y a jamais de fin. Parce que dès lors que tu commences à dire « j'ai compris, j'ai vu, je sais », voilà, je suis arrivée presque au bout de mon chemin spirituel, je suis un maître et voilà, je maîtrise ma conscience comme personne. Je pense que c'est là où les choses sont dangereuses et tombent
dans ce que tu disais, le marketing, on parlait de gourouisation, c'est effectivement là qu'on laisse l'ego parler à notre place, qui nous fait penser et qui nous rassure en nous disant ça y est, je suis arrivée au bout, parce que l'ego il a toujours envie de finir une tâche et d'aller à la prochaine. Donc il faut qu'il emmagasine du résultat. Mais c'est vrai qu'en spiritualité, tu peux pas quantifier un résultat. Si tu quantifies un résultat spirituel, tu loupes le process et même de manière dangereuse, tu es passé à côté. Tu es passé à côté de l'enseignement, tu es passé à côté de ces choses-là. Et c'est vrai que moi j'ai l'impression, tu vois, plus j'avance sur en tout cas mon process spirituel, j'ai l'impression que t'arrives quelque part, t'as l'impression que t'as compris quelque chose et pouf, tu redescends et on t'emmène ailleurs. Et ça te fait vraiment, redescendre dans l'humilité, dans la modestie, dans le fait que bien sûr nous sommes une forme de divinité incarnée, la divinité incarnée sous différentes formes, mais que nous avons encore des voiles de matière et que parfois le chemin entre le moi et la conscience supérieure, il est un petit peu, un petit peu fluctuant. Et on peut avoir des moments de bliss, tu sais, de connexion, et je pense que ça t'arrive fréquemment. Tu parlais de ton rêve lucide en tout début de notre échange, parce que c'était clairement un rêve lucide, je pense que tu as fait. Là, tu étais dans un moment de supraconscience, et puis tu redescends tranquillement dans la matière, de la vie, etc. Tu intègres, et c'est fluctuant. On ne peut pas être toujours au taquet de cette conscience-là, quoi. Non, j'aime beaucoup ton partage là, parce qu'effectivement, il y a plein de choses sur lesquelles j'aurais envie de rebondir, mais le chemin, tu vois, je crois qu'en fait, en spiritualité, on a souvent tendance à croire qu'il y a un but ultime à atteindre. Et moi, je le vois pas du tout comme ça, je le vois comme vraiment quelque chose de spiralé et non comme quelque chose de linéaire. Ouais. Un petit peu à l'image du tarot de Marseille qui reprend à chaque fois son process, on termine par le mat, puis on reprend par le battleur, et puis on passe par le mythe, et puis voilà. Et en fait, je pense que dans la spiritualité aujourd'hui, bien évidemment qu'on n'est jamais arrivé, et bien évidemment qu'en plus de ça, c'est complètement impermanent. En fait, je pense qu'il y a vraiment besoin d'accepter cette impermanence. Et tu parlais de cette espèce d'extase qu'on peut ressentir, cette exaltation. Mais le plus dur, en tout cas, j'en parle beaucoup dans le livre, d'ailleurs avec Lydie Stellaire, où je demande au lecteur d'apporter une vigilance là-dessus, sur cet état de supraconscience dont on aimerait être nourri et bordé jour après jour, et cette redescente dans la matière, où c'est un peu l'effet d'une drogue dure, c'est-à-dire que à la redescente, où c'est quand on a bu un peu trop d'alcool et puis le lendemain c'est pop pélope jusqu'à 5h et le lendemain matin il faut se lever pour aller bosser, c'est la redescente dans la réalité et la matière. Et effectivement je pense que l'exaltation a besoin de ces périodes de redescente dans la matière, parce que sinon on serait survolté et du coup on serait plus du tout incarné. Et on a besoin d'incarner l'expérience, l'exaltation dans un quotidien et dans une réalité tangible. Donc effectivement, il y a des moments où et je trouve que ça c'est vrai que c'est difficile à gérer. Et moi souvent au départ, parce que quand on chemine au tout départ, c'est exaltation sur exaltation. Et puis après, ça fait presque partie du cheminement, c'est-à-dire que on est exalté, mais on est beaucoup moins qu'au tout début, quoi. Et on se dit, ah là là, j'aimerais bien... C'est devenu presque naturel, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu comme un couple, quoi. Au départ, c'est... c'est ça, c'est une belle métaphore simple. Ce serait, tu parlais de spiritualité en spirale, on va changer le terme, on va l'appeler la spiralité. Et puis voilà, on va accepter qu'on est juste des hommes et des femmes qui cheminent avec une conscience supérieure dans un monde encore très matière, et qu'on a besoin, comme tu dis, de remettre les choses dans le corps, de les faire redescendre. C'est vrai que c'est encore nécessaire, peut-être, tu vois. Moi j'ai aussi la sensation que plus on va avancer, plus les choses vont aussi évoluer, et que peut-être qu'on aura de moins en moins besoin de ça à mesure que le monde va devenir de moins en moins dense, parce que
on va quand même dans quelque chose de plus subtil au niveau fréquence, de la Terre, etc., jour après jour. Peut-être qu'à mesure qu'on va avancer vers cette nouvelle Terre qu'on est en train de construire tous et toutes ensemble aujourd'hui, peut-être qu'effectivement on aura de moins en moins besoin de revenir dans une matière très dense, etc., pour incarner les choses, et que ça sera beaucoup plus fluide et qu'on ne fera que changer notre fréquence de manière un petit peu moins radicale, et que au bout d'un moment, j'ai aussi cette sensation que quand tu fais ce chemin, tu arrives à maintenir quand même une fréquence relativement identique de conscience, parce que la conscience commence à faire partie du quotidien, et que tu as pris le pli dans l'idée de mettre de la conscience dans tout ce que tu fais, dans tes discussions, dans la nourriture que tu cuisines, dans n'importe quoi, dans tes relations, dans la vision du monde, dans l'hypersensibilité qu'on a des choses. Tu vois, on parlait de ça tout à l'heure avant de se retrouver, d'être dans cette ultra-sensibilité qu'on pourrait juste simplement modifier en termes de conscience, d'ultra-conscience. Et moi, je pense qu'à un moment, ça se stabilise quand même. Et on va vers ça, en tout cas. Ouais, je partage, en tous les cas, je partage sur cette notion de remettre, enfin, que les vibrations vont certainement changer. Mais de toute façon, je pense que le but même de la spiritualité, c'est d'apporter de la lumière dans le dense. C'est de dédensifier le dense. C'est vraiment de l'alchimie spirituelle. C'est l'alchimie. Ouais, et donc, effectivement, plus on est à œuvrer sur... C'est pour ça que faut pas fuir la matière, hein. Au contraire, c'est vraiment là que se joue le job. C'est-à-dire que on se dit, ah là là, les énergies sont lourdes, j'ai pas envie d'être là-dedans. Oui, mais c'est là qu'il faut être. C'est dans ces énergies-là qu'il y a de la lumière. Voilà, c'est dans l'obscurité qu'il faut allumer la lumière. Donc, il y a un moment donné où, voilà, je pense que on a besoin de ça. Peut-être que plus on va allumer la lumière. Mais après, je pense que de toute façon, il existera toujours du chaos, il existera toujours. Et ça, c'est un enseignement égyptien essentiel. C'est-à-dire que je pense aussi dans nos pensées modernes, il faut que tout soit beau. C'est-à-dire qu'il y a cette nécessité du beau, cette nécessité de l'harmonie, qui est très intéressante, l'harmonie, hein, mais qui dit harmonie, qui dit spiritualité, dit refus de la noirceur, dit refus de l'ego, dit refus des pensées négatives. Il faut penser positif. C'est très, très important de penser positif. Mais au bout du compte, eh bien, je mets de côté tout un pan qui est nécessaire à la création. Ouais. Le plus, le moins, le noir, le blanc. Et en fait, les Égyptiens nous disent, on n'a rien à retirer. On a juste à équilibrer. C'est-à-dire que l'agent destructeur du monde, le chaos, l'infertilité, fait partie intégrante de l'histoire de l'Égypte et ne pourrait pas être supprimé. Parce que s'il est supprimé, on supprime sa face opposée et complémentaire. Donc, si on supprime l'obscurité, on supprime la lumière. Et en fait, c'est vraiment ça, à mon sens, aujourd'hui, d'être dans la spiritualité et d'accepter qu'il y a aussi du chaos et que nous, on puisse faire une partie pour équilibrer. Ouais. Contrebalancer. Ouais. Je pense que c'est ultra important. Ouais, c'est un beau rappel. C'est un beau rappel. C'est d'accepter aussi, d'accepter la difficulté, d'accepter que voilà, tout n'est pas toujours fluide, rose, parfait. Et c'est vrai que ça peut être une pression supplémentaire dans le milieu spirituel actuel, de se dire waouh, mais attends, il faut que j'assainisse tout dans ma vie, il faut que je répare tout, il faut que tout soit bien, il faut que mes relations soient parfaites, il faut que tout soit parfait, sinon je ne suis pas quelqu'un de spirituel. Or, c'est vrai que, comme tu le rappelles très justement, il y a toute cette polarité qui fait partie de notre monde et qui fait partie de l'univers, parce que l'univers a besoin de ces polarités aussi pour pouvoir fonctionner. C'est quantique, c'est mécanique, c'est physique. Donc, effectivement, ça s'inscrit dans notre matière à nous aussi, quoi. C'est un beau rappel. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Laetitia, sur cette discussion extrêmement riche? Non. C'était très différent de ce qu'on avait fait la première fois. Mais écoute, je suis ravie. Encore une fois. C'était un super moment. Non, j'ai rien à rajouter. Non. Super.
super. Bah, c'était extrêmement riche, extrêmement intéressant. Je pense que ça donne aussi une belle vision de ce qu'est l'égyptologie. Ta vision aussi de l'importance de retrouver peut-être plus d'éducation, plus de sens dans la spiritualité qui est aussi importante aujourd'hui. Je pense que ça va être un sujet social très important parce que évidemment qu'il peut y avoir des dérives dans tout type de sujet et qu'il peut y avoir cet aspect marketing à outrance qu'on voit. Mais en même temps, il y a aussi énormément de très belles choses qui équilibrent tout ça et qui nous rappellent que peut-être qu'il faut cette explosion, comme tu le disais, qu'il faut un peu de chaos pour pouvoir trouver le sens. Et peut-être que ce côté supra-marketing, chaos spirituel permet aussi, tu vois, de trouver cette ligne de constance, d'éveil qu'on est en train de trouver à différents niveaux, toi en passant par l'importance de l'égyptologie, la tarologie, etc. Toutes ces choses qui vont creuser dans les mystères. Et je trouve que ça donne une vraie ouverture différente à notre spiritualité aujourd'hui. Ouais, c'est très juste. Oui, 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 je pense qu'effectivement, faisons chacun notre part avec notre conscience. Faisons notre part. Voilà, on participera à l'équilibre quoi qu'il arrive. Complètement. Complètement. J'espère en tout cas que ça aura donné des pistes aux personnes qui nous écoutent. Peut-être que des personnes vont simplement se remettre en perspective dans un nouveau type de spiritualité. Peut-être que justement, avec ton livre, avec ton approche, il va y avoir aussi des déclics, des activations qui vont se faire. Pour trouver ton livre, de toute façon, c'est très simple. C'est les librairies francophones, en ligne, sur les sites qu'on connaît. Et pour te trouver toi, je te laisse nous donner le meilleur moyen de te contacter et de connecter. Alors moi, je suis plutôt active sur Instagram, donc voilà, vous retrouvez sous Conscience et Bien-être, Laetitia Ronsonnet. Ouais, voilà. Et puis après, bon, je suis sur Facebook, mais j'y suis pas beaucoup. Et après, j'ai un site en ligne qui s'appelle conscience et bien-être.fr. Voilà, tout attaché. Conscience et bien-être.fr, super. Ouais. Parfait. Merci mille fois, Laetitia, et tu seras toujours la bienvenue ici pour un autre sujet, parce que voilà, je pense qu'on a beaucoup de choses à partager. Ouais, super. Merci beaucoup, Armelle. Merci. Je t'embrasse. Merci à tout le monde d'avoir écouté et à tout vite. Merci à toi.